Dans le monde de Shangri-La existe certains monstres uniques secrets surpuissants restés invaincus par les près de 30 millions de joueurs. Ceux-ci nommés les 7 suprêmes sont présents au nombre de 7, chacun reliés à un scénario unique étendu et à l'avancement du monde. Aujourd'hui je vais vous parler des 7 suprêmes de Shangri-La, de leurs compétences et de leurs combats. Ancien humain et héros de l'ère des dieux devenu l'un des 7 suprêmes, il fait partie du scénario unique étendu du monde des vivants avec amour. Et est le premier des 7 monstres uniques à être vaincu par Sonraku. Le combat se déroule en 3 phases différentes, la première se déclenche dès le début du combat, réduisant le niveau de tous les adversaires au niveau 50 et activant la compétence super armure et réduction des effets, ainsi que de bloquer les debuffs et les attaques magiques, le rendant invincible. Pour passer cette phase, les joueurs doivent juste survivre pendant 10 minutes. Pour ce qui est de la seconde phase, elle est quasiment identique à la première, à la seule différence que cette fois-ci c'est Kirin, le cheval de Weathermon qui apparaît, et qui a pour objectif de fusionner avec celui-ci. Étant donné que lors de son combat contre le groupe de Sonraku, on ne lui a pas permis de nous dévoiler sa fusion, on n'a aucune idée de ses capacités. Pour cette phase, il faut aussi juste que les joueurs survivent 10 minutes. Dès le début de la troisième phase, Weathermon tentera d'utiliser sa compétence Tenki Yohu, qui lui permet de tuer instantanément tous ses adversaires. La seule façon de contrer cette technique est d'utiliser de l'eau bénite. Si les joueurs survivent au Tenki Yohu, les PV de Weathermon commenceront à descendre et l'effet de sa compétence super armure se dissipera, lui permettant de prendre des dégâts. Cependant, même si ses PV tombent à zéro, celui-ci ne s'arrêtera uniquement que si tous les joueurs du groupe survivent à la technique de fin de son enchaînement, Senten Taisei. Autrement, elle recommencera son enchaînement qui se compose de plusieurs techniques exécutées dans un ordre aléatoire. La première, Tachikaze, est une technique où il utilise son épée pour faire une frappe mortelle d'une force de tempête, ressemblant à un croissant de vent et qui ne dure qu'une frame. Pour l'éviter, le joueur doit repérer un signal interceptible dès la première tentative. La seconde technique, Kasai Ryu, invoque un pilier de flamme qui prend l'apparence d'une tête de dragon. Bien que l'attaque en elle-même n'est pas si difficile à esquiver, elle est généralement combinée avec une autre attaque, Haifubuki, qui transforme les piliers de flamme en une fumée noire suffocante qui recouvre une zone de 5 mètres et agit comme une technique de suffocation et qui est extrêmement difficile à supporter. La quatrième, Raichu, consiste à ce qu'il tienne son sabre à deux mains et assène une attaque qui génère 5 rayons de foudre surpuissants par seconde, pendant 5 secondes sur une large zone. La cinquième, Nyudogumo, est une technique où il relâche un nuage en forme de main qui rase la zone et tue au contact. Cette technique ne peut être bloquée et doit être absolument esquivée. La cinquième technique, Oshike, est une attaque qu'il utilise le plus souvent lorsqu'il perd son épée, bien que ce ne soit pas obligatoire, et dans laquelle il attrape sa cible avec sa main, lui infligeant un effet de contre-coup. Cette technique fait des dégâts en fonction du poids de son adversaire, et finalement la dernière technique de son enchaînement qui doit absolument être parée si l'on veut réussir le combat, Tensei ou Azur limpide en français, est une attaque verticale qui détruit instantanément la cible, dû à ses différents effets qui sont mort instantanée, perceur d'armure, de magie et de compétences. Cette attaque s'accompagne d'un effet d'immobilité et doit être parée avec un timing parfait afin de compléter le combat, sous peine de voir l'enchaînement se répéter à l'infini. Weathermon, bien qu'il ait été vaincu en premier, était supposé être un monstre unique de mid-game, sûrement le 4ème ou le 5ème. Troisième monstre unique que Sonraku rencontre et deuxième qu'il abat avec Rust, Mold, Akane et Psygor Zero. Il fait partie du scénario unique étendu, voyez l'abysse au-dessus pendant que le monde tourne sa tête, et son combat se déroule en 5 phases. La première est sa forme désillusion où il manipule les ondes du cerveau des joueurs et des NPC pour leur faire croire qu'il est une cible facile. Si dans cette phase il est tué, il met fin au scénario en renvoyant tous les joueurs. Pour mettre fin à cette phase, les joueurs doivent fouiller le château et comprendre qu'ils doivent mettre les joyaux dans le trône, inversant le château et renvoyant les joueurs dans une arène où la deuxième phase commencera. Dans celle-ci, Ktanid rentre dans sa forme illusion où il devient un cercle magique avec des tentacules au-dessus de l'arène. Du cercle sortiront d'énormes tentacules qui, lorsqu'elles frappent sur le sol, créent des plus petites, qui peuvent être détruites par les joueurs et qui peuvent devenir une vraie menace pour les joueurs à cause de leur portée et de leur vitesse. Lorsqu'une petite tentacule est détruite, elle inflige des dégâts sur les grosses tentacules qui, lorsqu'elles sont détruites, lancent la phase 3 de Ktanid, dans laquelle il se montre cette fois-ci sous sa forme poulpe composée de magie, tenant de 4 à 8 coupes en fonction du nombre de gardiens battus. La coupe bleue lui permet de changer le genre de ses adversaires, la verte inverse le spectre des couleurs afin de rendre ses adversaires confus. L'indigo quant à lui change les valeurs de 2 stats aléatoirement, rendant les joueurs potentiellement incapables d'utiliser des équipements liés aux stats. Le mauve quant à lui inverse les dégâts, soignant les joueurs et Ktanid lorsqu'ils sont attaqués. Ces 4 là sont celles qui, peu importe le nombre de boss vaincus, seront toujours utilisées par Ktanid. Pour les 4 autres, il s'agit de la rouge qui annule toutes les attaques dans un rayon de 10 mètres, la orange qui annule toutes les attaques hors d'un rayon de 10 mètres, la jaune qui nullifie toutes les attaques physiques et la vert clair qui nullifie toutes les attaques magiques. Pour vaincre cette phase, il suffit juste de détruire les 4 coupes. Pour la 4ème phase, il prend sa forme virtuelle où il devient un abysse au centre de l'arène et où il invoque des mobs pour absorber et augmenter sa puissance. D'abord, il invoquera des zombies poissons, puis le Lepnorca, le Regalicus et le Cariangler, qui augmente les statistiques de sa forme finale si absorbée. Pour ce qui est de la 5ème et dernière phase, il prend sa forme imagination, dans laquelle il adopte une apparence humanoïde, et où il utilise directement sa compétence analyse sur tous les joueurs, créant des gemmes sur tous les joueurs et sur Ktanid, qui aussi longtemps qu'elles sont intactes lui permettent d'utiliser les armes des joueurs, avec sa compétence réflexion, et qui en plus est combinée avec son IA surdéveloppée qui lui permet d'apprendre petit à petit le style de combat de ses adversaires, pour les copier. Dans le cas où l'une des gemmes est brisée, autant Ktanid que le joueur dont la gemme correspond ne peuvent plus utiliser les armes du même type, et fera pousser une tentacule sur le corps de Ktanid. Le moyen de récupérer son arme est de briser la gemme sur sa tête, et finalement pour le battre il suffit de faire descendre ses PV à 0.
premier monstre unique que l'on rencontre dans l'œuvre est celui qui marque Sunraku avec sa marque puis sa contusion. Bien que l'on ait vu uniquement son clone pour le moment, on sait que l'original fait partie du scénario unique étendu La Lumière du Courage qui bannit les ténèbres. De ce que l'on a vu de son clone, Lycaon possède plusieurs capacités. La première est une attaque de force brute capable de grandement baisser les PV des tanks du zoo de Shangri-La, qui sont connus pour faire partie des meilleurs du jeu, et pouvant tuer quasiment n'importe qui d'autre. La seconde est une puissante onde de choc qui donne aux joueurs un effet les empêchant de bouger leur corps. La troisième est son clone d'ombre qu'elle peut invoquer depuis son ombre et qui a la même puissance de frappe que l'original. Sa dernière capacité lui permet de fusionner avec les ténèbres autour de lui, devenant une ombre. Cette capacité est d'autant plus efficace lorsque la lune est couverte de nuages, et lui permet d'attaquer de n'importe où pour infliger des attaques surprises qui résultent souvent en la mort de son adversaire, comme on l'a vu avec Animalia. En combinant sa technique de clone avec celle pour fusionner aux ténèbres, elle peut utiliser une attaque invisible sur les joueurs qui ne sont pas au courant de toutes ses capacités. C'est d'ailleurs cette capacité qu'elle a utilisée face à Sunraku lors de leur première rencontre. Lycaon peut également marquer les joueurs sous certaines conditions, qui sont que le joueur ne doit pas prendre de dégâts pendant 5 minutes à l'avant-garde, ne pas être tué par une attaque de mort instantanée sans utiliser d'objets, de skill ou de magie, et finalement infliger assez de coups critiques sans prendre de dégâts. Cette marque peut également être évoluée en contusion si on bat le clone. Dragon à 5 cornes ayant été créé pendant l'ère des dieux, il en possédait à l'origine 6, chacune contenant une partie de ses pouvoirs. Cependant, il brisera l'une de ses cornes pour la donner à Ash. La plupart de ces rencontres sont aléatoires comme ce qui s'est passé avec Akane. Cependant, pour avoir une chance de le vaincre, il faudra d'abord activer son scénario unique étendu, qui se débloque après avoir pris le parti de Noiraline lors d'un scénario unique. Lors du combat contre Sigwurm qui se déroule comme un raid de boss, l'un des aspects principaux du combat est de détruire ses 5 cornes restantes, afin d'avoir une chance de gagner, car comme je l'ai dit plus tôt, chacune représente la force de Sigwurm. Il y a également une zone autour du combat où lorsqu'un joueur meurt, il respawn afin de continuer le combat, qui est justement en lien avec l'une de ses capacités nommée Big, qui met un effet sur le respawn qui fait descendre ou monter le temps du respawn et les pénalités de mort en fonction des actions héroïques du joueur. Sa seconde capacité lui permet comme la première d'infliger un effet anormal au respawn des gens qui ne veulent pas se battre. Il possède aussi une troisième compétence, Jugement Brillant, où Sigwurm descend et attaque tous ceux dont la jauge héroïque est en dessous d'un certain seuil, les empêchant de respawn. Sa quatrième capacité, Antiprimordial, est une capacité de défense où il se couvre de mana de haute concentration et nullifie toutes les attaques magiques, et possède aussi une variante de cette capacité avec de l'électricité, bien que dans les deux cas il a besoin d'un certain nombre de cornes pour utiliser sa technique. Sa cinquième capacité est le souffle de la perte, est un souffle composé de particules d'anti-mana et qui réduit les PV et le mana des joueurs, ignorant toutes les défenses. On sait d'ailleurs que son souffle est assez puissant que pour mettre Noiraline aux portes de la mort. Sa sixième capacité est un mode sérieux qui s'active lorsque sa force descend en dessous d'un certain point, augmentant sa puissance en échange de PV. Septième capacité s'appelle Booster et est censée être le dernier test de l'humanité. Elle génère des flammes sur Sigwurm qui marchent comme du carburant, pour créer un souffle dévastateur et qui s'active lorsque sa barre de vie est en dessous de 5%. Il possède également à l'origine une capacité d'autodestruction et une technologie d'immortalité, bien que ces deux capacités furent perdues. Il passe également sa marque sur les joueurs dont il estime le potentiel à devenir un héros, comme Akane Akitsu. Monstre unique composé de plusieurs entités formant un orchestre contenant plusieurs fins possibles, ayant été battu par Sunraku dans la vraie fin, et Milei du clan de la librairie avec la route apocryphale. Le combat contre Orchestra se déroule comme un boss rush solo basé sur l'historique du joueur, recréant exactement et dans les mêmes conditions les combats les plus difficiles des joueurs. Par exemple, dans le cas de Sunraku, l'un d'eux était Weathermon dont il devait parer le Tensei dans les mêmes conditions avant de finir sur une copie exacte du joueur avec tous ses objets et ses compétences, en plus d'un boost de statistiques tout en étant assisté des monstres de l'orchestre. Ce boss a d'ailleurs été buff par Tsukuyo Tsukuri, la créatrice du monde de Shangri-La après la défaite de Sigwurm, afin d'entraver Sunraku pour le battre facilement, y augmenter ses capacités de 50% et débloquer la route canon spécifiquement pour lui, alors qu'elle était en cours d'équilibrage et qu'elle a un taux de défaite de 100%. Après avoir résolu correctement le scénario unique étendu d'Orchestra, la route principale passera d'un taux de défaite de 100% à un taux de défaite de 99%, permettant de battre la route. Monstre unique et chef des serpents, en guerre avec les lapins Vorpalin, elle apparaît pour la première fois lors de l'arc de la défense de Rabbit, qui vient d'ailleurs de se terminer en manga. En combat, elle se bat en commandant ses 4 enfants, Wesnatos, Volenorse, Latoisto et Sobertia, qui sont des serpents géants avec une force immense, et qui lui donnent par leur taille et leurs écailles une défense très efficace. Elle possède aussi d'autres capacités, la première lui permet de générer des lames de poison qui pétrifient la zone touchée, et qui se répandent sur son corps détruisant les parties pétrifiées. On sait aussi qu'elle possède une malédiction extrêmement puissante capable de surpasser les effets de la contusion de Lycaon, étant donné que c'était la raison principale de Sunraku lors de leur première rencontre. Père des lapins Vorpalin appelé Ash l'immortel, bien que l'on ne l'ait pas encore vu affronter réellement les joueurs, on sait que Ash est un forgeron ayant maîtrisé les 3 types de forges différentes. On l'a vu équipé d'une sorte d'épée notamment lorsqu'il stoppe Goldunei, et on sait qu'il est extrêmement rapide ayant décapité Sunraku avant qu'il n'ait le temps de réagir, juste après l'avoir sauvé du serpent. On l'a aussi vu ramener un monstre de niveau 120 lors de l'entraînement de Sunraku, ce qui montre qu'il possède aussi une force immense. Et on peut aussi supposer qu'il soit dans une certaine mesure immortel au vu de son titre. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi j'ai adoré la faire comme d'habitude, Shangri-La fait partie de mon top 3 manga actuellement. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous êtes sur mobile, vous pouvez toujours la booster, je vous en serai très reconnaissant, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo.